Des visions inexpliquées dans l'espace. Des astronautes diront avoir vu ce qui pourrait correspondre à une présence extraterrestre. Des formations étranges à la surface de Mars. La NASA dit que c'est simplement un jeu d'ombre et de lumière. Et des missions lunaires qui auraient des objectifs secrets. La course à l'espace visait-elle à récupérer une technologie laissée par une race extraterrestre? La NASA livre-t-elle tout ce qu'elle sait sur l'univers? Ou bien nous dissimule-t-elle la vérité? Le rapport Brookings stipule « Ne dites rien à personne. Si vous parlez, cela brisera la structure même de notre civilisation. » Des millions de gens du monde entier sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire? Si oui, le secret de nos origines extraterrestres se cache-t-il dans les activités de la NASA? « 20 juillet 1969. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Les astronautes américains Neil Armstrong et Edwin Buzz Aldrin deviennent les premiers hommes à marcher sur la Lune. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Nous, les extraterrestres, qui sommes descendus de l'échelle le 20 juillet 1969, avons participé à une formidable course qui permettait tout à coup de faire notre apparition dans le Jardin d'Éden. On a marché sur la Lune grâce au courage. On a eu le courage. On a pris le risque. Le président nous soutenait, nous disait qu'on y arriverait. Je considère les gens de l'époque d'Apollo comme des héros. Pas seulement les astronautes, mais aussi les centaines de milliers de personnes au sol qui ont rendu ça possible. Ils ont travaillé selon un plan d'action précis, ils savaient où ils voulaient aller, ils ont mis au point la technologie, et contre toute attente, ils y sont arrivés. C'était une fabuleuse réussite, peut-être la plus grande réussite scientifique et technique de l'histoire de l'humanité. Houston, it's Tranquility. How do you read? Tranquility Base, this is Houston. Loud and clear. How was? Pendant plus de 2 heures et demie, Armstrong et Aldrin se tiennent sur la surface de la Lune. Les transmissions vidéo montrent les 2 astronautes en train de prélever des échantillons de roches, de prendre des photos et de planter un drapeau américain. Mais qu'ont-ils bien pu faire loin des caméras? Étaient-ils chargés d'une autre mission ultra secrète, comme le pensent les partisans de la théorie des anciens astronautes? Quand Apollo 11 s'est posé pour la première fois sur la Lune, ils avaient certains sites à explorer. Même quand ils tournaient autour de la Lune, ils devaient examiner certaines zones et prendre des photos. On peut se demander si la NASA n'avait pas déjà sélectionné certaines zones. L'explication, c'est qu'il existait des structures artificielles sur la Lune et que la NASA le savait. D'après les rapports de la NASA, la zone appelée mer de la Tranquillité a été choisie pour le premier atterrissage lunaire car sa surface était plate. Mais certains chercheurs suggèrent que ce site a été retenu car à cette date, ses coordonnées étaient alignées avec la ceinture d'Orion. Pour choisir les sites d'atterrissage, ils ont d'abord arrêté une date, une latitude, une longitude et une heure précise. Et ensuite, ils ont étudié ces éléments pour créer ce qu'on appelle une fenêtre de lancement.
La personne qui a déterminé toutes les dates et heures d'atterrissage pour Apollo, et notamment pour la mission Apollo 11, était un homme appelé Farouk El-Baz. Et il se trouve que son père était un spécialiste de la religion stellaire de l'Égypte antique. Selon les anciennes croyances égyptiennes, les cérémonies célébrées directement sous la ceinture d'Orion produisaient un alignement sacré. Un alignement grâce auquel les hommes pouvaient communiquer avec Osiris. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, cette constellation était l'incarnation vivante du dieu Osiris. Sirius était la représentation de sa sœur et épouse Isis. Ensemble, ces deux dieux régnaient sur le ciel et la vie des Égyptiens était régentée par la rotation, le mouvement et le placement de ces deux étoiles dans le ciel. Apollo 11 a atterri à une date et à une heure où les 3 étoiles de la ceinture d'Orion étaient présentes à l'horizon. 33 minutes après l'atterrissage, Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, un franc-maçon du 33e degré du rite écossais, était en fait en train d'accomplir une cérémonie à bord d'un module lunaire avec Neil Armstrong. Ils ont versé du vin dans des calices et rompu le pain, c'est-à-dire qu'ils ont exécuté une cérémonie de communion. La communion est catholique, mais ses origines sont beaucoup plus anciennes et remontent à un rituel d'offrande au dieu Osiris. Ils ont donc fait une offrande à Osiris. Et je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont atterri sur la Lune à cette date et à cette heure. Certains rituels doivent être accomplis à des moments précis pour que le lien avec cette intelligence non humaine se matérialise. La classe sacerdotale de nos ancêtres, à travers la technologie ou d'autres moyens, était la classe qui cherchait à établir le contact avec cette intelligence non humaine. Les membres de cette classe suivaient une formation précise, comme les scientifiques aujourd'hui qu'on forme pour aller dans l'espace. Des instruments scientifiques, un drapeau américain et une petite plaque commémorant la mission Apollo 11 seront laissés sur la Lune. Mais d'autres objets resteront également sur place. Un sac contenant une sculpture en or d'un rameau d'olivier et un disque de silicone contenant des messages de paix enregistrés par 73 dirigeants du monde entier. Pourquoi ces messages symboliques ont-ils été envoyés dans l'espace? Qui la NASA s'attendait-elle à rencontrer sur la Lune? Quand on parle des missions Apollo, une théorie suggère que d'immenses villes existaient peut-être sur la face cachée de la Lune. Des villes dont la NASA avait connaissance. C'était le véritable objet de ces missions sur la Lune, et des vestiges de ces anciens sites auraient été rapportés sur Terre. Est-il possible que nous n'ayons pas récupéré des roches lunaires, mais plutôt une technologie extraterrestre? Si des extraterrestres étaient présents sur des planètes, on devrait aussi en trouver la preuve sur la Lune. Car la Lune était une étape évidente. Quand on a un vaisseau spatial, on a besoin de se ravitailler en carburant. Quelle que soit la nature de ce carburant, qu'il s'agisse de matières premières, de roches ou d'uranium, on peut en trouver sur la surface de la Lune. Donc il semblerait logique qu'on retrouve des traces sur la Lune, la preuve que quelqu'un est passé par là. Ces dernières années, des responsables de la NASA ont reconnu avoir égaré des enregistrements originaux d'atterrissage sur la Lune et avoir perdu des roches prélevées sur le sol lunaire. Pourrait-il s'agir, comme le pensent les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, de preuves d'éventuels contacts extraterrestres? Certains avancent que des photos prises par la NASA au-dessus de la Lune et de Mars montrent qu'ils en savent plus qu'ils ne veulent bien le dire. Il va falloir accepter qu'on nous ait martelé un énorme mensonge concernant les groupes non humains et avancés technologiquement qui ont une influence fondamentale sur la vie sur Terre. On peut en trouver la preuve sur la face cachée de la Lune et sans aucun doute aussi sur Mars. Chaque fois qu'on regarde une photo prise par une sonde inhabitée de la planète Mars, il y a toujours quelque chose de vraiment bizarre qui a l'air d'une construction.
Carl Sagan parlait des pyramides d'Elysium pour désigner ces grands monuments tétraédriques sur Mars. Il existe des photos étranges de la face cachée de la Lune et de la surface de Mars. Ces photos semblent montrer des choses artificielles, des bâtiments anciens. Sur Mars, une photo de la sonde Mariner présentait un visage. Sur les photos suivantes, ce visage avait disparu. Mais autour, il y avait quelque chose qui ressemblait à une porte. Des scientifiques de la NASA disent que c'est simplement un jeu d'ombre et de lumière. D'autres membres de la NASA disent que les pyramides sont bien réelles sur Mars. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la vérité. Certains pensent qu'à l'occasion de l'accident de Roswell, les États-Unis sont entrés en communication avec des extraterrestres. D'autres pensent qu'on n'a pas établi de contact avant les missions Apollo. D'autres personnes encore estiment qu'on n'a aucun contact direct avec des espèces extraterrestres. Personnellement, je crois qu'à un moment donné, la NASA a bien été en relation directe avec les extraterrestres. Mais si la NASA a eu en sa possession des preuves de vie extraterrestre, comme le pensent les partisans de la théorie des anciens astronautes, que nous cache-t-elle? La NASA a-t-elle réellement trouvé des preuves de vie extraterrestre sur la Lune? Et existe-t-il d'autres preuves d'une présence extraterrestre, comme le laissent entendre certains astronautes américains? Centre de recherche de la NASA, à Moffett Field, en Californie. Le 5 décembre 2011, des astronomes travaillant avec le télescope spatial Kepler annoncent la découverte d'une planète qu'ils baptisent Kepler 22b. Elle est en orbite autour d'une étoile lointaine située dans la zone habitable. Cette découverte est très excitante. Un jour, Kepler accueillera peut-être de vrais analogues terrestres. Kepler 22b est à environ 600 années-lumière de la Terre. C'est très loin. Mais elle est située dans une orbite qui signifie que les températures dans la journée sont comparables à celles de l'été à San Francisco. C'est la première fois qu'on trouve une planète qui abrite éventuellement des océans liquides, une atmosphère épaisse et peut-être même la vie. Ce qu'on voulait au départ, c'était comprendre de quoi étaient faits les autres systèmes planétaires. Mais l'étape suivante, c'est de trouver des planètes similaires à la Terre. Des planètes situées dans la zone habitable d'étoiles comme le Soleil. Mais est-il possible que les scientifiques de la NASA aient cherché des preuves d'une vie dont ils connaissaient déjà l'existence? Certains pensent que des voyages spatiaux antérieurs avaient déjà mis au jour la preuve d'une présence extraterrestre. Houston Discovery, how do you read, over? Discovery Houston, read you loud and clear. Go for main engine start. Main engines up and burning. 3, 2, 1, 0, and liftoff. Roger, roll, Discovery. Le 12 septembre 1991, la navette spatiale Discovery STS-48 vole à près de 560 km au-dessus de la surface de la Terre. Son équipage, commandé par le capitaine John Creighton, accomplit plusieurs missions, dont le déploiement d'un satellite de recherche sur les couches supérieures de l'atmosphère. Tandis que les astronautes s'occupent à diverses tâches, une caméra fixée à l'arrière de la navette filme des images qui, selon la NASA, n'existent plus. Mais quelques amateurs qui suivaient les transmissions ont fourni ce qu'ils disent être des images authentiques de la navette STS-48. La vidéo montre une série d'objets étincelants et des lumières clignotantes qui changent de direction et accélèrent rapidement. Apparemment, la navette spatiale s'est retrouvée encerclée par une espèce d'ovni.
À un moment donné, une sorte de bouclier aurait entouré la navette, brièvement, et après, l'engin et tout le reste ont disparu. Un des astronautes déclare sur un canal ouvert « Hé, on est suivi par un vaisseau spatial extraterrestre ». Et juste après, toutes les transmissions ont été interrompues. Je pense qu'il a dû se rendre compte qu'il était sur le canal public et qu'il est sans doute très rapidement passé sur le canal privé pour décrire ce qu'il était en train de voir. Je connaissais tout le monde et j'ai entendu la version de chacun. Personne ne m'a apporté de preuves. Donc, d'un côté, on nous dit qu'ils sont partout, mais de l'autre, moi, je n'ai aucune preuve. La direction de la NASA déclare que les images montrent des particules de glace luisant dans la lumière du Soleil. Mais est-il possible que les caméras de la navette spatiale aient filmé plus de choses que ne veut bien le reconnaître la NASA? Parfois, des astronautes diront avoir vu des choses dans l'espace qu'ils ne peuvent pas expliquer et qui pourraient correspondre à une présence extraterrestre. Depuis que l'homme s'aventure dans l'espace, il existe des rapports d'astronautes décrivant des choses qu'ils ont vues à bord de leur engin spatial. Et il ne faut pas oublier que ces histoires sont rapportées par des astronautes et non pas par des déséquilibrés. En 1996, une caméra à bord de la navette spatiale Columbia STS-80 aurait filmé des objets se déplaçant rapidement juste devant l'engin. Ces objets non identifiés ressemblent à des éclairs. L'analyse de leur vitesse et de leur direction a amené certains chercheurs à écarter l'hypothèse selon laquelle il s'agirait de débris de navettes ou de météores. Il existe des vidéos de missions spatiales bien précises, STS-48 et STS-80, qui montrent clairement ce qui ressemble à des véhicules opérant en orbite terrestre basse. Ils défient toutes les lois de la physique et se comportent comme des ovnis ou des vaisseaux extraterrestres. Les astronautes américains ne sont d'ailleurs pas les seuls à signaler ce genre de phénomènes étranges. En 1985, des cosmonautes soviétiques à bord de Salyut 7 disent avoir vu des êtres célestes au nombre de 7 orbiter autour de la Terre. 6 cosmonautes ont déclaré qu'en regardant par le hublot de la station spatiale, ils ont vu ce qu'ils ont décrit comme des anges ailés entourant leur vaisseau. Ces êtres lumineux avaient une apparence humaine, mais bizarrement, ils avaient des ailes et ils étaient dans l'espace. Alors on peut se poser la question, que s'est-il passé? Ces anges étaient-ils des extraterrestres dans des combinaisons spatiales spéciales? Ou avec des champs autour d'eux? Étaient-ils là pour observer la station soviétique avant de disparaître brusquement? Si ces témoignages de scientifiques chevronnés sont vrais, est-ce la preuve qu'une intelligence extraterrestre a tenté de nous contacter? Gordon Cooper est allé aux Nations Unies pour leur demander de créer un service consacré au contact extraterrestre. Ce n'est pas un sujet inconnu. Des gens sont au courant. Il existerait plusieurs espèces différentes d'extraterrestres et apparemment, elles existeraient depuis très très longtemps. La NASA cache-t-elle réellement des informations confidentielles concernant l'existence d'extraterrestres? On trouvera peut-être la réponse en se penchant sur les surprenantes origines de cette agence spatiale. « 29 juillet 1958. Après le lancement réussi du satellite soviétique Sputnik, le président américain Dwight Eisenhower signe le National Aeronautic and Space Act et crée officiellement l'agence spatiale NASA. La NASA a été créée en 1958.
Elle émanait d'une ancienne agence gouvernementale appelée NACA, qui ne s'occupait que d'aéronautique, puis dans un second temps du premier programme spatial mis au point par l'armée de terre et l'armée de l'air. La NASA a été créée pour emmener les États-Unis dans l'espace et devenir un concurrent dans la nouvelle direction que prenait l'humanité en matière d'exploration de l'espace et de notre système solaire. Le président et le Congrès intègrent la NASA au ministère de la Défense, officiellement pour empêcher les Soviétiques de voler la technologie américaine. Mais certains pensent que la vraie raison n'était pas de cacher des informations aux Russes, mais à l'opinion publique américaine. On prend souvent la NASA pour un organisme scientifique civil, mais ce n'est pas le cas. La loi qui a permis sa création le dit clairement. Tout ce qu'ils découvriront sera classé secret et caché au peuple américain. Le rapport Brookings a été commandé par la NASA juste après sa création afin de décider de la stratégie à adopter en cas de contact extraterrestre. S'ils retrouvaient des objets sur la Lune ou sur Mars, ou s'ils avaient un contact direct avec une intelligence supérieure, quel comportement devaient-ils avoir? Et le rapport Brookings stipule « Ne dites rien à personne. Si vous parlez, cela brisera la structure même de notre civilisation. Cela nous détruira. » Certains chercheurs pensent que la preuve des motivations secrètes de la NASA se trouve dans des liens étroits entre les scientifiques qui l'ont fondée et les sociétés secrètes. Ces sociétés secrètes avaient pour fondement une croyance selon laquelle ils descendaient directement des illustres dieux de l'Égypte antique, Isis, Osiris et Horus. Ils croyaient que ces dieux étaient la source de leur lignée, mais aussi qu'ils venaient de l'espace. Tout en haut, il y avait les francs-maçons. Il y avait James Webb, qui était le directeur de la NASA. Il y avait aussi Kenneth Klein-Knecht, qui dirigeait le programme Mercury, le programme Apollo, le programme Gemini. C'était un franc-maçon du 33e degré du rite écossais. En dessous d'eux, il y avait l'ordre hermétique de l'Aube dorée, où les disciples d'Aleister Crowley, comme Jack Parsons, au Jet Propulsion Laboratory. Ils se sont tous retrouvés sous le même toit avec exactement les mêmes objectifs et le même système de croyances. Cette pratique, qui consiste à transmettre des connaissances à travers une société secrète, remonte à l'époque des Illuminati. Les Illuminati pensaient que seuls quelques privilégiés, membres de l'élite, étaient capables de détenir ce savoir secret, mais pas la population dans son ensemble. Une question reste donc en suspens. Ce savoir a-t-il été transmis à travers des sociétés secrètes pendant des générations ? Tout cela est peut-être antérieur aux sociétés secrètes qu'on connaît aujourd'hui et remonterait à l'époque des pharaons. Comme les Égyptiens de l'Antiquité, les pères fondateurs de la NASA partageaient-ils cette croyance selon laquelle les humains descendent des extraterrestres? Que savaient les membres de ces sociétés secrètes à propos des voyages spatiaux? Et comment le passé a-t-il influencé leur travail? Ceux qui pensent que les responsables de la NASA avaient des motivations cachées mettent en avant l'usage répété du nombre 33, une figure symbolique extrêmement importante au sein des sociétés secrètes. La toute première piste d'atterrissage de Cap Canaveral, où atterriront des avions puis la navette spatiale américaine, portait le numéro 33. La rampe de lancement de White Sands, au Nouveau-Mexique, est la rampe numéro 33, alors qu'il n'y en a qu'une seule. Donc, le numéro 33 semble très présent au sein de la NASA. Le fait qu'il soit lié à la franc-maçonnerie nous amène à nous demander s'il n'y avait pas un autre symbolisme plus profond à l'œuvre. Des chercheurs pensent que le lien avec les croyances des Égyptiens de l'Antiquité est également visible dans le logo du programme spatial Apollo de la NASA. Ils disent que le grand A dans le champ d'étoiles ne représente pas le dieu grec Apollon, mais Hazar, le dieu égyptien plus connu sous le nom d'Osiris. La preuve, selon eux, se trouve dans le groupe des 3 étoiles au centre du A,
qui représentent les étoiles de la ceinture d'Orion. On peut se demander si des étoiles comme Orion et Sirius sont importantes pour la NASA. Car selon les anciennes traditions, et notamment pour les Égyptiens, c'est de là que les dieux venaient. Ce sont nos origines. De la même façon, d'autres chercheurs indiquent que le logo de la mission Mercury est presque identique à une figure centrale de l'Égypte antique. Quand on regarde le logo de la mission, on s'aperçoit que le symbole de Mercury est très proche de la croix Ankh égyptienne. C'est étonnant d'avoir ce symbolisme égyptien dans ce qui est censé être une représentation de Mercure le messager. C'est censé être une référence à la mythologie grecque. Est-il possible qu'à l'image des défenseurs de la théorie des anciens astronautes, les scientifiques de la NASA pensent que des extraterrestres ont visité la Terre dans un passé lointain? D'autres preuves se trouvent peut-être dans les inventions de l'improbable cerveau du programme spatial américain, l'ancien officier SS Wernher von Braun. Londres, le 8 septembre 1944. Un engin balistique de 13 tonnes explose au moment de l'impact, tuant 3 personnes et faisant 17 blessés. L'arme de vengeance 2, plus connue sous l'abréviation de V2, a été tirée du fin fond de l'Allemagne nazie. Cette fusée à ergol liquide s'avère être le premier missile à longue portée téléguidé au monde et le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace. Cette nouvelle technologie est l'invention d'un homme qui finira par devenir une figure de la NASA. Un ingénieur de génie de 32 ans, appelé Wernher von Braun. Von Braun était considéré par tout le monde comme le plus grand scientifique d'Allemagne. Il avait trouvé un moyen de guider une fusée à 6400 km/h. Il avait mis une chambre de combustion qui était refroidie par le combustible liquide lui-même. Et il avait aussi mis au point un système de guidage. C'était un spécialiste de tous les aspects de la technologie des fusées, ce qui est vraiment inédit. La passion de von Braun pour les fusées remonte à sa plus tendre enfance. Très jeune, il dévore les romans de science-fiction de H.G. Wells et de Jules Verne. Il découvre le mythe du dieu scandinave Tyr, un dieu qui régnait sur Mars et transmettait son savoir et sa technologie aux hommes. Wernher von Braun, depuis tout petit, était convaincu que nous devions aller dans l'espace. Cette idée l'obsédait. Il était persuadé que l'humanité avait une mission et qu'il avait un rôle à jouer. Il était absolument certain qu'il aurait la possibilité d'aller sur Mars, de trouver la preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre là-bas et de poursuivre l'exploration de l'espace. Von Braun voulait aller dans l'espace. Il voulait atteindre les étoiles. Et il était tellement bon en technologie des fusées que les Allemands ont voulu qu'il largue des V2 sur Londres. Il était très doué pour ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, von Braun est le directeur technique du centre de recherche de Peenemünde, où il construit des fusées non pas pour des voyages spatiaux, mais pour être utilisées comme des armes de guerre. Ses talents d'ingénieur lui valent une place de choix au sein de la SS, parmi les officiers et les scientifiques les plus proches d'Hitler. La SS d'Hitler n'était ni plus ni moins qu'une société secrète. Les nazis pensaient que les Aryens descendaient directement d'Isis, Osiris, Horus et Seth. Von Braun a étudié les mythes de la supériorité de la race aryenne et de sa place parmi les étoiles dont elle était issue. Donc, il est tout à fait logique qu'il ait été fasciné par l'espace. La mission consistait à regagner les étoiles, à rejoindre les dieux pour leur montrer qu'on était capable de faire ce qu'ils avaient eux-mêmes accompli, voyager dans l'espace et reconquérir notre place dans l'univers. Même si la fusée V2 est beaucoup plus sophistiquée que tous les autres missiles lancés pendant la Seconde Guerre mondiale, elle ne suffit pas à empêcher la défaite allemande. 6 semaines après le lancement du dernier V2 sur Londres, von Braun se rend aux forces américaines.
I myself and everybody you see here have decided to go west. L'ingénieur allemand et son équipe de scientifiques sont amenés aux États-Unis dans le cadre d'un programme confidentiel et controversé appelé Opération Paperclip. Après la guerre, on a décidé que notre adversaire serait l'Union soviétique et qu'on devait avoir l'avantage technologique sur eux. On a donc fait venir ces scientifiques allemands, on a blanchi leur passé nazi et on les a intégrés à notre complexe militaro-industriel. Parallèlement à la conception de missiles militaires, Von Braun publie plusieurs livres et articles de magazines décrivant ses idées pour un atterrissage sur la Lune, une mission habitée sur Mars et même une station orbitale. The entire wheel will slowly rotate at 3 revolutions per minute. The resulting centrifugal force will produce an artificial gravity for the men in the rim. Notice that the floors are placed so that the men stand with their heads toward the hub. Mais pourquoi Von Braun a-t-il tellement envie de voyager dans l'espace? Wernher von Braun était en quelque sorte la vitrine du programme spatial américain. Il était obsédé par l'idée d'aller sur la Lune, mais aussi au-delà. Il voulait établir des colonies sur Mars. L'idée, c'était de construire une fusée capable, non pas de parcourir 300 km, mais près de 500 000 km jusqu'à la Lune. If we were to start today on an organized and well-supported space program, I believe a practical passenger rocket could be built and tested within 10 years. Von Braun a travaillé sur un Jupiter C, qui était une version améliorée du V2. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il soit passé d'un V2 amélioré à un Saturn F1 qui, encore aujourd'hui, 45 ans plus tard, reste le moteur fusée le plus puissant et le plus fiable ayant jamais existé, alors qu'il l'a conçu il y a 45 ans. Le 5 mai 1961, moins de 3 ans après avoir rejoint la NASA, Von Braun suit le lancement d'une de ses fusées transportant Alan Shepard dans l'espace. 20 jours plus tard, le 25 mai 1961, le président Kennedy annonce son intention d'envoyer un homme sur la Lune. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Mais après cette déclaration, selon le mémorandum d'action de la sécurité nationale numéro 271, Kennedy aurait proposé secrètement de fusionner le programme spatial de la NASA avec celui des Soviétiques. Alors que les Américains semblent enfin progresser dans la course à l'espace, pourquoi proposer de partager sa technologie avec son rival? Selon les théoriciens du complot, c'est parce que quelque chose a été découvert en cours de route. Cette découverte montrait que des extraterrestres étaient effectivement descendus sur Terre. Ils étaient tous parfaitement au courant. Cette course était-elle une course entre deux nations, ou bien s'agissait-il pour ces deux nations de récupérer une technologie laissée sur la Lune par une civilisation extraterrestre? Est-il possible que les fusées de Von Braun aient attiré l'attention d'extraterrestres, comme le pensent les défenseurs de la théorie des anciens astronautes? Que s'attendaient à trouver les scientifiques de la NASA sur la Lune? Et ont-ils aussi cherché des preuves de vie sur Mars? Le centre spatial Kennedy de Cap Canaveral, en Floride. 3, 2, 1, engine start. Le 26 novembre 2011, des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory lancent leur 19e mission sans équipage vers Mars. Le Mars Science Laboratory doit entrer dans l'atmosphère martienne en août 2012. Après avoir ouvert son parachute et atterri, Curiosity, un robot télécommandé de la taille d'une voiture, part étudier la capacité passée et présente de la planète rouge à accueillir une vie microbienne. Il va sillonner Mars. Il est assez rapide comparativement à nos précédents robots. Il peut parcourir la longueur d'un terrain de football en 1 heure.
mais il peut aussi analyser le sol. Il va essayer de voir s'il y a eu de l'eau sur Mars, des lacs, des océans, ce genre de choses. Il va tenter de déterminer la composition chimique du sol. Cela permettra-t-il de savoir si Mars a autrefois été un monde plus accueillant? Il ne cherche pas directement des preuves de vie. On ne fait pas encore ça. On a la preuve que même si la planète Mars est très froide aujourd'hui, avec une atmosphère très mince, elle avait autrefois une atmosphère épaisse, avec un ciel bleu, des nuages, de la pluie, de l'eau, des ingrédients qui pourraient avoir rendu la vie possible. Donc, on peut raisonnablement imaginer qu'elle a accueilli une forme de vie il y a longtemps. La question est de savoir si elle a pu survivre quand la planète est devenue plus froide. A-t-elle pu aller sous la surface, par exemple? C'est ce que nous pensons. Si le rêve de Wernher von Braun d'envoyer un homme sur la Lune est devenu réalité, son concept de voyage spatial vers Mars pourrait-il se concrétiser lui aussi? La NASA a-t-elle secrètement développé ses projets dont les premières ébauches remontent à près de 60 ans? Quand on regarde les recherches très innovantes qui étaient menées en matière de dynamique et de physique dans les années 1950 et même au début des années 1960, il apparaît clairement qu'ils étaient sur le point de faire de grandes avancées dans le domaine des systèmes de propulsion. Ces avancées devaient nous permettre de créer des soucoupes volantes qui pourraient relier très facilement et en très peu de temps la Terre à la Lune et la Terre à Mars. Donc, il semble tout à fait plausible qu'on ait mis en place ce programme secret dont la plupart des employés de la NASA n'avaient peut-être même pas connaissance. À plus court terme, la NASA et les autres agences spatiales parlent de se déplacer dans le système solaire. Il s'agirait de se servir d'un ensemble de matériaux extraterrestres pour produire du combustible pour fusées, de l'oxygène pour respirer et des matériaux de construction. Beaucoup de chercheurs pensent que les missions officielles de la NASA sont en fait une couverture pour un programme spatial secret et que ce programme s'appuie sur d'autres technologies que celles des fusées, sur une technologie de type extraterrestre. Il disposerait d'engins antigravitationnels plus performants que les fusées et qui seraient capables de rejoindre des bases secrètes sur la Lune. Ces bases seraient gérées par le gouvernement américain ou le programme spatial secret. Et à partir de ces bases sur la Lune, il serait possible de prendre des engins spatiaux pour aller sur Mars. Selon les scientifiques, transformer Mars en une planète similaire à la Terre est théoriquement possible. Je pense que la terraformation de Mars est possible. La terraformation consiste à apporter la vie dans un endroit où il n'y en avait pas et commencer à la développer. Cette hypothèse est très crédible. Je n'imagine pas qu'on atteigne un jour une destination qui réponde à toutes nos questions. Mais en tant qu'exobiologiste, je pense que d'ici 25 ou 30 ans, on a de bonnes chances de trouver des preuves de vie au-delà de la Terre. Il y a un vrai espoir de pouvoir un jour répondre à cette question essentielle. Sommes-nous seuls? La plupart des scientifiques de la NASA s'accordent pour dire que l'exploration future de l'espace permettra de découvrir des formes de vie sur d'autres planètes. Mais pourrait-elle également révéler la preuve que les dieux de l'Antiquité étaient en fait des extraterrestres, comme le croient les partisans de la théorie des anciens astronautes? La véritable mission de la NASA à l'origine était d'aller sur la Lune et de trouver la preuve qu'une ancienne civilisation avancée avait existé dans le système solaire. En d'autres termes, il s'agissait de prouver que nous descendions des dieux Isis, Osiris, Horus et Seth. Maintenant que cet objectif a été atteint, le but de la NASA semble être de participer à ce très lent processus de révélation de ces informations. La NASA pose la question des origines de l'humanité. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Et où allons-nous? Elle s'intéresse à l'espace. Et selon la théorie des anciens astronautes, nos origines ne sont pas ici, sur Terre, mais là-haut.
l'espace est vraiment la dernière frontière. Si des savoirs anciens nous ont menés jusqu'à la Lune, qu'est-ce que le passé a à nous apprendre concernant notre avenir sur Terre? Et avec la NASA qui poursuit son exploration spatiale, finirons-nous par enfin trouver la preuve de l'existence des aliens ou de nos propres origines extraterrestres?